Bonsoir, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons brasser la thématique pourtant, c'est ce qu'on appelle donc la reproduction. Voilà. Donc la reproduction qui est un élément crucial, une fonction essentielle pour la pérennisation de l'espèce, parce que sans reproduction, on va se rendre compte que l'espèce est vouée à l'extinction. En d'autres termes, l'espèce est vouée à la disparition. Cependant, dans la leçon portant sur la reproduction jeune gens de la terminale, nous allons nous rendre compte qu'il y a plusieurs parties même de cette leçon. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser maintenant, on va se rendre compte en réalité qu'on va parler, en d'autres termes, on va s'apesantir davantage sur les organes génitaux, les gamètes, tout ce qui est gamétogenèse, voilà. Et maintenant, dans cette leçon de la reproduction, nous allons nous rendre compte que d'emblée, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les organes génitaux, les organes génitaux, les organes génitaux. Et c'est la partie dont on va faire aujourd'hui, organes génitaux, gamètes et gamétogenèse. Maintenant, l'autre partie également, on va s'en rendre compte également, c'est la fécondation et les problèmes liés à la fécondation. C'est important parce que de nos jours, on se rend compte que beaucoup de couples même peuvent se marier, faire des années sans pour autant avoir d'enfants. Donc, il va falloir un peu que l'on essaie d'identifier, surtout vous, à votre niveau, au niveau de la classe de terminale, quels sont les problèmes qui pourraient sous-tendre en réalité à ces observations. Problèmes liés à la fécondation, voilà. Problèmes liés à la fécondation. À la fécondation. En trois également, nous parlerons de la régulation du fonctionnement des appareils génitaux. Et dans ce cas-là, nous parlerons surtout des hormones, en parlant, en mettant en évidence l'action de l'œstrogène, de la progestérone sur l'ovaire, mais également sur l'utérus, en parlant également de la régulation de la testostérone, donc régulation du fonctionnement des appareils génitaux. Du fonctionnement des appareils génitaux. Donc, on va se rendre compte que c'est une thématique très intéressante, voilà, et qui vous permet de vous donner les bases, d'accord? Le soubassement de la biologie d'une certaine manière, des appareils génitaux. Y a-t-il des gens qui l'ont déjà commencé en classe? La reproduction, gestation et lactation. Et donc, nous allons terminer avec ça. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, l'objectif, en réalité, c'est de mettre surtout l'accent sur cette partie de la leçon, c'est-à-dire organes, génitaux, gamètes et gamétogenèse. C'est bon. Et maintenant, nous allons démarrer. Voilà. Jeunes gens de la terminale. On ne peut pas parler de la reproduction sans pour autant revenir à cette notion fondamentale d'emblée, la définition, c'est-à-dire, c'est quoi la reproduction? Et donc, jeunes gens de la terminale, j'aimerais bien que vous me rappeliez un peu la définition de ce que c'est que la reproduction. C'est quoi la reproduction? Jeunes gens de la terminale. Jeunes gens de la terminale, c'est quoi la reproduction? Vous m'entendez? D'accord. Mais non, la reproduction, on va se rendre compte que c'est une fonction. Aujourd'hui, c'est comme si vous parlez donc du système immunitaire, donc rôle de défense. Si vous parlez également du sang, donc dans le transport des nutriments, mais également des gaz respiratoires. La reproduction, aujourd'hui, on va se rendre compte que c'est une fonction. Pourquoi? C'est une fonction qui va assurer la pérennisation d'une espèce. En d'autres termes, pour qu'une espèce puisse demeurer dans le temps et dans l'espace, il va falloir que l'espèce puisse se reproduire. C'est bon. Et donc, s'il n'y a pas de reproduction, l'espèce est vouée à l'extinction. Donc, pour cela, on pourrait tout simplement dire que la reproduction, d'accord, donc reproduction, deux points, fonction assurant la pérennisation d'une espèce. Donc, fonction assurant la pérennisation d'une espèce. Assurant la pérennisation. Maintenant, il va falloir, jeunes gens, que l'on comprenne en réalité que quand on parle de reproduction, il y a deux types de reproduction. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle une reproduction de type, d'accord? Vous avez ce qu'on appelle une reproduction asexuée. Et d'habitude, ceux qui font la reproduction asexuée, c'est essentiellement les bactéries. Vous l'avez vu en classe de première, d'accord? Quand vous avez parlé des bactéries, vous avez parlé de scissiparité. En d'autres termes, la bactérie, lorsqu'elle atteint un certain volume, une certaine taille, cette bactérie a la capacité de se scinder, de se subdiviser, de se fissurer en deux, d'accord? On parle de scissiparité. Scissiparité. Vous avez une reproduction également asexuée qui peut se faire également au niveau des plantes, par ce qu'on appelle le bourgeonnement. Aujourd'hui, vous prenez une plante, d'accord? Certaines parties de la plante, vous les plantez, vous avez la possibilité que la plante se développe à partir de ce dont vous l'avez semé. C'est bon. Donc, mis à part la reproduction asexuée qui ne fait pas intervenir de sexe, comme on l'a si bien dit, donc le A, c'est un A privatif, d'accord? Vous avez parallèlement ce qu'on appelle une reproduction sexuée. Maintenant, quand on parle de reproduction sexuée, comme le mot l'indique, jeunes gens, cela fait intervenir le sexe, d'accord? En d'autres termes, cela va faire intervenir deux individus. Jeunes gens, cela va faire intervenir un mâle et cela va également faire intervenir une femelle. Mais non, là, c'est la notation que je mets
Voilà, donc là, c'est pour les femelles et là, c'est pour les mâles. C'est bon jusque-là. Maintenant, faisant intervenir deux individus jeunes gens de la terminale, on va se rendre compte que chaque individu va donner ce qu'on appelle des cellules sexuelles, encore appelées gamètes. C'est bon. Donc, chaque individu va donner des cellules sexuelles, encore appelées gamètes. C'est bon. Et maintenant, les gamètes, on va s'en rendre compte. Quand on parle de gamètes ou cellules sexuelles, chez l'homme, on parlera essentiellement de spermatozoïdes. Chez la femme, jeune gens, on parlera de l'ovocyte 2. En deuxième, c'est l'ovocyte 2 qui sera libéré. Maintenant, il faudrait après faire la différence entre, donc là, je mets gamètes ou cellules sexuelles, d'accord? Gamètes ou cellules sexuelles. Chez l'homme, vous avez ce qu'on appelle le spermatozoïde, je l'abrège en mettant SPZ. Chez la femme, vous avez ce qu'on appelle donc l'ovocyte 2. Maintenant, après, je mettrai la différence existant entre l'ovocyte et le spermatozoïde. C'est bon. Et maintenant, pour une meilleure appréhension, de termes pour une meilleure compréhension des appareils génitaux, dans la mesure où on n'a pas les de l'homme, on n'a pas également de la femme, il va falloir un peu que l'on revienne un peu sur leurs appareils génitaux. En réalité, jeunes gens, en parlant un peu de l'organisation de l'appareil, des appareils génitaux chez l'homme comme chez la femme, on peut le scinder, donc organisation des appareils génitaux, en 4 points essentiels. Moi, j'ai tenu en 4 pour vous permettre de mieux prendre, apprendre et comprendre la thématique. Donc, organisation des appareils génitaux. Et pour cela, d'emblée, nous allons parler de ce qu'on appelle les gonades. D'accord? Mis à part les gonades, également mettre l'accent sur ce qu'on appelle donc les voies génitales. Mis à part les voies génitales également, s'appesantir un peu en parlant de la notion de glandes annexes. Voilà. En parlant de la notion de glandes annexes. C'est-à-dire les glandes jouent un rôle prépondérant dans la reproduction, donc glandes annexes. Et enfin, parler également des organes copulateurs. Jeunes gens de la terminale, dans la mesure où vous avez brassé un peu la thématique. Quand on parle de gonades, on s'attend à quoi? Jeunes gens de la terminale, quand on parle de gonades, on fait allusion à quoi? Oui, allez-y ici, c'est Au testicule. très bien. Et donc, quand on parle prendre les gonades, c'est en réalité donc ce qui va donner, ou bien ce qui vont donner, ce qui vont générer, ce qui vont libérer les gamètes. Et chez l'homme, on a les deux testicules. On a les deux testicules. C'est bon? On a les deux testicules. Maintenant, les deux testicules également. Est-ce que les testicules sont intra-abdominaux, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont au niveau de l'abdomen, ou bien est-ce qu'ils sont extra-abdominaux, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en dehors de l'abdomen? Jeune gens de la terminale, je m'adresse à vous. Oui, Nafi Touré. Extra-abdominaux. Très bien. Donc, on va se rendre compte que les deux testicules sont extra-abdominaux, c'est-à-dire se retrouvent en dehors de l'abdomen. C'est bon. Maintenant, les testicules également. Quand vous avez fait la leçon, on s'est rendu compte que les testicules, c'est eux qui vont générer, c'est eux qui vont donner les spermatozoïdes. C'est bon. Maintenant, le fait qu'ils donnent les spermatozoïdes, on alloue ça à une fonction spécifique du testicule. Quelle est la fonction? Parce que rappelez-vous, on n'avait pas les deux fonctions, endocrine et exocrine. Le fait de libérer les spermatozoïdes, c'est quel type de fonction? Oui, Touré. Nafi Touré, vous avez levé la main? Ami. Exocrine. Très bien. Donc là, c'est la fonction exocrine. Donc là, je l'abrège en mettant exo. Mais non, mis à part, c'est également le fait qu'aujourd'hui, un sujet se masculinise. On va se rendre compte que cela est dû à l'autre fonction du testicule. Amidjoum, vous l'avez levé la main tout à l'heure. Quelle est l'autre fonction donc du testicule? C'est une fonction. C'est la fonction endocrine. Très bien. Et donc, la fonction endocrine, on va se rendre compte, de la terminale, cela va consister en une libération d'hormones. Essentiellement, ici, on le verra après, c'est la testostérone. Même chose également, quand on prend la femme, on va se rendre compte que la femme également a deux ovaires. Et ces deux ovaires également réalisent deux fonctions, la fonction exocrine et la fonction endocrine. La fonction exocrine, nous le verrons. Donc oui, à medium, ça consiste en une libération de quoi? Libération d'ovules. Très bien, d'ovules d'ovocytes 2, très bien. Et quand on parlera maintenant de la fonction endocrine, donc c'est une libération, oui, c'est une libération d'hormones. Vous êtes là? Maintenant, les voies génitales. Quand on prend les voies génitales jeunes gens, on fait allusion en réalité donc où, c'est-à-dire par quelle voie? Par quelles voies et moyens vont passer en réalité donc les gamètes? Et maintenant, chez l'homme, on va se rendre compte qu'on parlera spécifiquement de ce qu'on appelle donc l'épididyme, d'accord? Épididyme. Mis à part cela également, vous allez entendre parler de canal déférent ou spermiducte. Donc, canal déférent ou spermiducte. Et enfin, jeunes gens, vous allez entendre parler de ce qu'on appelle donc l'urètre. C'est bon. Maintenant, là, je vous fais référence par rapport à vos planches, d'accord? Les planches mettent en évidence donc la forme endotherme, l'anatomie même donc du testicule. Mettons en évidence, mettons en exergue en réalité donc les différentes structures que l'on retrouve là-bas. C'est bon. Pour les glandes annexes jeunes gens,
il y a combien de glandes annexes que l'on peut retrouver chez l'homme? Vite, vite, vite. Donc là, c'est un rappel. Oui, Nafi Touré. Deux. Deux, d'accord. Quels sont les deux? Les glandes de Cooper. Très bien. Glandes de Cooper. Maintenant, à quoi servent les glandes de Cooper? Parce que je me dis bien en science, si vous dites quelque chose, vous devez comprendre également à quoi ça sert. Très bien. On va se rendre compte que les glandes de Cooper vont servir à la lubrification. D'accord? Donc, lors de la copulation, donc le mâle, en d'autres termes, donc l'homme a besoin à ce que son pénis soit lubrifié. Maintenant, vous avez un liquide lubrifiant donc, qui permet, qui facilite la copulation. Et ce liquide gingival, c'est généré par ce qu'on appelle donc les glandes de Cooper. C'est bon jusque-là. Mais à part cela également, vous avez ce qu'on appelle donc les vésicules séminales. Les vésicules séminales également sont des glandes, font partie des glandes annexes. On va se rendre compte que ces vésicules séminales libèrent ce qu'on appelle du fructose. Oui, Ami Djoum, vous avez une question? Allez, Ami Djoum. Oui, Djoum. Est-ce que la prostate fait aussi partie des vésicules, des glandes annexes? Effectivement, les glandes de Cooper, les vésicules séminales et la prostate font partie en réalité, sont même donc considérées comme étant les glandes annexes. Effectivement, Ami Djoum. C'est bon. Et nous verrons après que la prostate donc, va libérer également des enzymes et ces enzymes participent également donc, à la constitution même du sperme. C'est bon. Mais non, mis à part cela également, on a parlé de l'organe copulateur. Organe copulateur, c'est-à-dire ce qui va permettre à l'homme de pouvoir faire, entre guillemets, le rapport sexuel, la copulation. Et essentiellement, l'organe copulateur chez l'homme, jeune gens de la terminale, vous le connaissez, donc c'est le pénis, encore appelé verge. C'est bon. Mais non, parallèlement également, quand on prend la femme, on va se rendre compte que les voies génitales chez la femme, c'est essentiellement, vous avez l'oviducte, d'accord, ou trompe. Mais à part cela également, vous avez ce qu'on appelle donc l'utérus, d'accord? Et l'utérus, après, on le verra, donc quand on va parler maintenant de la régulation, d'accord? Le cycle utérin. Mais à part cela également, vous avez le vagin. Pourquoi? Parce que c'est au niveau du vagin d'emblée que va se déposer les spermatozoïdes, au fond même du vagin. Après cela également, vous avez les glandes annexes. Cependant, est-ce que nous allons également retrouver trois glandes annexes chez la femme, jeune gens de la terminale? On va se rendre compte qu'on va trouver qu'une seule glande qu'on appelle glande de Bartholin. Donc, les glandes de Bartholin, jeune gens, on va se rendre compte qu'elles jouent à peu près le même rôle que joue là-bas chez l'homme la glande de Cooper. En d'autres termes, ça va permettre de lubrifier le vagin. Ça marche que là. Maintenant, mis à part cela également, ce qu'il faut comprendre ici, l'organe copulateur chez la femme, c'est le vagin. C'est bon. Maintenant, chose étant dite également, ça c'est pour vous permettre de savoir comment l'anatomie de l'appareil, des appareils génitaux chez l'homme, chez la femme également sont-ils constitués. Maintenant, mis à part cela également, nous allons un peu maintenant brasser les gamètes. Pourquoi? Parce que en réalité, on va se rendre compte, grande 2 ici, on va parler maintenant des gamètes, parce que comme on l'a dit, donc c'est une reproduction sexuelle qui fait intervenir les sexes, et les sexes vont mettre en place ce qu'on appelle donc les gamètes. C'est bon, donc chaque sexe va donner son gamète. Maintenant, donc là, on va mettre les gamètes. Maintenant, comme on l'a dit tantôt, c'est quoi d'abord les gamètes? Donc là, on va parler d'abord de gamètes. C'est quoi gamètes? Jeune gens de la terminale, c'est quoi gamètes? Voilà. Et comme vous le voyez bien au niveau de l'exercice, donc là, on a mis donc les gamètes, comme le spermatozoïde ici, d'accord? Et donc là, on va se rendre compte que là, ce sont les gamètes mâles. C'est bon jusque-là. Et donc, quand on parle de gamètes jeunes gens, il faut tout simplement savoir que ce sont les cellules sexuelles, d'accord? Donc, ce sont les cellules sexuelles qui sont des cellules à N chromosomes. Après, j'y reviendrai pourquoi dit-on à N chromosomes. Et qui vont intervenir dans le cas de la reproduction, d'accord, N chromosomes, et dont la fusion va permettre d'avoir ce qu'on appelle donc la cellule œuf, encore appelée zygote. C'est bon jusque-là. Et maintenant, on distingue combien de types de gamètes? Deux types. Donc, type de gamètes, vous avez ce qu'on appelle donc les spermatozoïdes. Vous avez ce qu'on appelle les spermatozoïdes, voilà, type de gamètes. Vous avez les spermatozoïdes. Et, mis à part cela également, vous avez l'ovule ou l'ovocyte. Non, mais ovule. C'est bon. Maintenant, le spermatozoïde jeune gens, si on devait qualifier, le caractériser, le spermatozoïde comprendrait combien de parties? Allons-y. Le spermatozoïde comprendrait combien de parties? Oui, si c'est. Oui, si c'est, allez-y. Si c'est, oui, oui, allez-y, si c'est. Oui, Vous m'entendez? Allez-y, si c'est. oui. Le spermatozoïde comprend trois parties. Très bien. Quelles sont les trois parties? La tête, La tête, très bien. Au niveau de la tête, quelles sont les structures qu'on y retrouve? membrane plasmique, Très bien. Mis à part la membrane plasmique. l'acrosome, Très bien. Mis à part l'acrosome. noyau à N Très, chromosome.
Très bien. Donc, on va se rendre compte que le noyau est haploïde. Donc, raison pour laquelle vous avez dit donc AN chromosome. C'est très bien. Cytoplasme. Et un cytoplasme, très bien. C'est bon. Donc là, ce sont les éléments que l'on retrouve donc, au niveau donc, de la tête. Très bien. Mais non, mis à part la tête également, vous avez quoi, si c'est? La pièce intermédiaire. Très bien. On va se rendre compte qu'on a ce qu'on appelle la pièce intermédiaire. Maintenant, quand on prend la pièce intermédiaire et qu'on détaille la pièce intermédiaire, quels sont les éléments qui s'y trouvent? Les mitochondries. Très bien. On va se rendre compte que les mitochondries, comme vous l'avez vu en classe de première, jouent un rôle essentiel dans la cellule. Pourquoi? Parce que c'est la centrale énergétique de la cellule. Sans mitochondries, vous n'avez pas d'énergie. C'est bon. C'est bon? Ou bien le nombre d'énergie que vous avez, la quantité d'énergie que vous avez donc est moindre. C'est bon. Mis à part la mitochondrie également, vous avez quoi? Les centrioles. Très bien. Vous avez donc les centrioles. Très bien. Et mis à part les centrioles, Mhm. c'est terminé. Oui, je connais que les deux là. Très bien. Maintenant, la tête, la pièce intermédiaire, après, finalement, vous avez ce qu'on appelle Agile. le flagelle. Et maintenant, nous allons voir que l'ondulation du flagelle, c'est ça qui va permettre le déplacement même des spermatozoïdes. C'est bon. Et donc là, je vais un peu schématiser. Voilà. Donc là, avec donc l'acrosome. Voilà. Donc là, vous avez donc la pièce intermédiaire qui est là. Voilà, avec manchon de mitochondrie. Et après cela également, vous avez le flagelle. C'est bon. Maintenant, là, c'était par rapport au spermatozoïde. Changeons de la terminale maintenant lorsqu'on prend l'ovocyte 2. Quand on prend l'ovocyte 2, mis à part si c'est, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ovocyte 2? Quelles sont les structures de l'ovocyte 2? Oui, allez-y, si c'est. Zone pellucide. Très bien, vous avez la zone pellucide, très bien. La première globule polaire. Très bien, vous avez donc zone pellucide, ensuite premier globule polaire, oui. Membrane plasmique. Membrane plasmique, oui, très bien. Cytoplasme. Cytoplasme, très bien. Granule cortico. Très bien. Là, vous avez les granules corticaux, très bien. Et vous avez quoi? Noyau bloqué en métaphase 2. Donc là, vous avez ce qu'on appelle donc les cellules folliculaires, très bien. Les cellules folliculaires, comme vous l'avez dit tantôt, sont insérées au niveau de la zone pellucide, donc cellules folliculaires, qui s'insèrent au niveau donc de la zone pellucide, donc de la zone pellucide. Mais à part cela également, vous avez donc un espace périovocytaire. Au niveau de cet espace périovocytaire, jeunes gens de la terminale, on va se rendre compte également que vous avez donc le premier globule polaire, très bien, comme l'a si bien dit. Mais à part cela également, vous avez les granules corticaux. C'est bon, granules corticaux. Et mis à part les granules corticaux également, vous avez donc le cytoplasme. Et dans ce cytoplasme baigne un noyau bloqué en métaphase 2. Maintenant, pourquoi le noyau est bloqué en métaphase 2 également, nous y viendrons. C'est bon. Et donc là, jeunes gens, ça permet de mettre en évidence comment se présentent en réalité également donc ces ovocytes. Maintenant, chose étant dite également, il est important de faire la comparaison, d'accord? Et maintenant, pour la comparaison, donc là, je vous laisse. Donc ça, c'est par rapport à la taille. Donc, c'est par rapport également s'il y a la présence de réserve, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, jeunes gens, quand on vient maintenant à là, donc là, on a parlé des gamètes. Maintenant, il est important également que l'on sache comment ces gamètes se sont mis en place. Donc là, le processus permettant d'obtenir les gamètes, on l'appelle la gamétogenèse. C'est bon. Maintenant, quand on parle de gamétogenèse, donc là, c'est la formation, c'est le processus d'obtention des gamètes. Donc, processus d'obtention des gamètes. Maintenant, dans la mesure où quand il s'agit d'un spermatozoïde, on parlera de quoi, jeune gens de la terminale? Processus d'obtention des gamètes, qu'est-ce qu'on dira? Quand il Spermatogenèse. s'agit, très bien, très bien, donc, Abidjan, on parlera de spermatogenèse. Spermatogenèse. Maintenant, processus d'obtention également donc des ovocytes, on parlera bien d'ovules, on parlera d'ovo. D'ovogenèse. Très bien, d'ovogenèse. Est-ce que la spermatogenèse et l'ovogenèse se déroulent de la même façon, de la même manière? Jeunes gens de la terminale. Est-ce que la spermatogenèse se déroule de la même manière? Non. On va se rendre compte qu'il ne se déroule pas de la même manière. Les phases également diffèrent. C'est bon jusque-là. Maintenant, pour mieux appréhender cela, d'emblée, en première, vous avez fait ce qu'on appelle la division cellulaire.
Maintenant, jeunes gens, quand vous avez parlé de la division cellulaire, donc là, je vais faire un bref rappel, parce que sans ce rappel, vous ne pourrez pas comprendre en réalité comment les gamètes seront-ils générés. Mais non, vous aviez parlé de la division cellulaire. Dans l'organisme humain, je rappelle bien, dans l'organisme humain et dans l'organisme même donc animal d'une certaine manière, vous avez deux types de division. Une division qui consiste ou bien qui concerne les cellules somatiques, d'accord? Et quand on parle de cellules somatiques, c'est l'ensemble des cellules de votre corps, excepté ceux se trouvant chez l'homme au niveau des testicules, chez la femme au niveau des ovaires. C'est bon jusque-là. Donc, ce sont des cellules à deuxième chromosome. Mais à part cela également, vous avez des cellules germinales, encore appelées cellules sexuelles. Et là, c'est ça qu'on va voir, d'accord? Qui sont des cellules à N chromosomes. Maintenant, on va se rendre compte, là, on parlera de mitose quand il s'agit des cellules somatiques, d'accord? Quand il s'agit des cellules germinales, jeunes gens de la terminale, on parlera de méiose. C'est bon. Maintenant, il est important également que l'on puisse savoir, cette méiose, en réalité, comment ça se passe. Donc là, il est important que l'on sache le déroulement, bien le mécanisme de la méiose. C'est bon. Maintenant, là, je vais un peu rappeler le mécanisme de la méiose. D'abord, quand on parle de méiose, c'est combien de divisions au niveau de la méiose? Deux Je vous écoute. divisions. Deux divisions. Comment sont nommées ces deux divisions? Méiose 1 et méiose 2. Très bien. Maintenant, la méiose 1, ça consiste à quoi? Ça comporte combien d'étapes? 4 étapes. Quatre étapes. Et quelles sont ces quatre étapes, Joe? Métaphase 1. Oui. Avant métaphase 1, c'est Non, sûr. non, prophase 1. Très bien. Donc, prophase 1. Ensuite, métaphase 1. Ensuite, Anaphase 1 anaphase 1. et télophase 1. Très bien. Mais non, jeunes gens, il est important également que vous puissiez bien maîtriser ça. Vous savez pourquoi? Parce que dans un sujet de dissertation, on peut vous demander en réalité d'expliciter le mécanisme qui a permis à l'obtention de ces gamètes. En d'autres termes, on vous demande la question de savoir, d'expliquer, c'est-à-dire de mettre en relief, de mettre en exergue cette méiose-là. Et donc, cela signifie qu'il est important également de pouvoir se rappeler de ça. C'est bon. C'est bon? Y a-t-il des questions relatives par rapport à la méiose? Si nécessaire également que j'y revienne. Si vous avez compris, on peut passer. C'est bon, vous êtes là? Division réductionnelle. Méiose 2. Division équationnelle. Maintenant, entre les deux divisions, oui, allez-y, Ousmane Sissé, je vous écoute. Oui, monsieur, Oui, pouvez-vous revenir sur les phases les phases de de la la méiose. méiose? Oui, D'accord, c'est très très bien. Maintenant, comme on l'a dit tantôt, on a dit en réalité que la méiose comportait deux divisions, une division réductionnelle et une division équationnelle. C'est bon jusque-là. Maintenant, je vais prendre l'exemple d'une cellule ayant deux chromosomes. C'est bon jusque-là. C'est bon. Maintenant, supposons que vous oui, avez ces cellules jeunes gens. La cellule, elle est là. D'accord. Attends, je vais diminuer un peu pour que vous puissiez mieux comprendre. Prendre la couleur bleue. Donc, la cellule, la couleur bleue, voilà. Donc, la cellule est là. Et maintenant, dans cette cellule jeune gens, vous avez, là, c'est les chromosomes. Là, je mets les chromosomes. Là, je prends une autre couleur pour désigner également les chromosomes. Donc, chromosome 1 et chromosome 2. C'est bon. Maintenant, on avait parlé en classe de première des différentes caractéristiques de la prophase. Et quand on a parlé des différentes caractéristiques de la prophase jeune gens de la terminale, si ma mémoire est bonne, vous avez des disparitions de l'enveloppe nucléaire et du nucléole, condensation de la chromatine pour donner des chromosomes, et ensuite apparition des fuseaux de division. Donc là, nous sommes en prophase. C'est bon. Maintenant, après la prophase, jeunes gens, vous allez avoir la métaphase. Maintenant, quand on parle de métaphase, c'est parce que l'ensemble des chromosomes se retrouvent où, jeunes gens de la terminale? Se retrouvent où? Mhm. au Oui, niveau des extrémités. au niveau des extrémités. Mais plutôt au Oui, niveau, c'est-à-dire du centre, c'est-à-dire au niveau de la plaque équatoriale en réalité. Donc là, vous avez donc les chromosomes qui sont là, qui vont se retrouver au niveau de la plaque équatoriale. D'accord? C'est bon. Donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle la métaphase. C'est bon. Maintenant, là, c'est la métaphase.
Maintenant, on va se rendre compte, jeunes gens, quand il s'agit d'une mitose ou bien qu'il s'agisse d'une méiose, il y a une certaine nuance, il y a une certaine différence. Parce que là, vous avez ce qu'on appelle des chromosomes homologues. Quand on parle de chromosomes homologues, dans la mesure où nous, chez l'être humain, vous avez 46 chromosomes. Maintenant, chaque chromosome, en réalité, est organisé en paires. Donc, en total, vous avez 23 paires de chromosomes. C'est bon jusque-là. Donc, raison pour laquelle ici, le chromosome 1, je l'ai mis donc deux fois. Le chromosome 2 également, je l'ai mis deux fois. On va se rendre compte que lors de la méiose 1, parce que là, nous sommes en train d'expliquer donc la méiose 1, prophase 1, métaphase 1. On va se rendre compte en réalité que les chromosomes homologues, les chromosomes paires, vont se disposer comme ça. C'est-à-dire, donc là, je vais mettre donc la couleur. D'accord? Couleur verte. Voilà. Donc là, vous avez le chromosome qui est là. Maintenant, l'homologue également est ici. Même chose également. Donc, l'autre chromosome, je prends l'autre couleur. Là, vous avez donc le chromosome qui est là. L'autre également est là. Et donc, tous les chromosomes vont se retrouver au centre. C'est bon. Maintenant, là, la métaphase, comment est-elle caractérisée? Par le fait que les chromosomes se retrouvent au niveau de la plaque équatoriale. Donc là, c'est la métaphase 1. Maintenant, ce qui surtout permet d'identifier donc l'anaphase, donc la méiose 1, c'est parce qu'en réalité, vous allez avoir séparation, non pas des chromosomes, ou bien non pas des chromosomes, oui, mais des chromosomes homologues, c'est-à-dire les chromosomes ici qui étaient en paire, maintenant chaque paire va se séparer. Donc vous allez avoir un des chromosomes qui va se retrouver dans un des pôles, ici. Pourquoi? Parce que vous avez raccourcissement des fuseaux de division. Et l'autre également qui va se retrouver dans l'autre pôle. C'est bon, je là. Et l'autre également, c'est-à-dire donc l'autre paire de chromosomes, même chose, qui va se retrouver dans un pôle, et l'autre également qui va se retrouver dans un pôle. Donc, au final, on va se rendre compte, en réalité, lorsque la cellule va se diviser jaune jaune de la terminale, voilà, on va se rendre compte que là, vous avez une cellule, d'accord, avec un des chromosomes de la paire, donc là, je le mets, et un autre chromosome de l'autre paire. Donc là également, je le mets. Même chose également, l'autre cellule qui est là, vous allez avoir un chromosome de la paire qui est là, et l'autre chromosome également de la paire qui est là. C'est bon jusque-là. Et donc, on va se rendre compte, là, on a parlé donc de la méiose 1. Là, vous avez la prophase 1, la métaphase 1, vous avez l'anaphase 1 et vous avez la télophase 1. Et donc, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est quoi, jeunes gens de la terminale? Ici, au niveau de l'anaphase 1, vous avez eu séparation des chromosomes homologues. Donc, il n'y a pas eu séparation du centromère, c'est-à-dire il n'y a pas eu séparation des deux chromatides. Si, si, est-ce que là, vous me suivez? Oui. Les autres également, est-ce que vous avez des questions relatives par rapport à la méiose 1? D'accord, on dit souvent en français qu'il ne dit mot consent. Maintenant, on va prendre un exemple. Maintenant, c'est ça, en supposant que cette cellule, maintenant, va continuer maintenant la méiose 2. Normalement, c'est les deux cellules. Maintenant, pour souci d'explication et souci d'espace, je prendrai en réalité, donc une seule cellule. C'est bon. Maintenant, quand je prends cette cellule-là, on va se rendre compte maintenant que cette cellule également va faire la même chose, c'est-à-dire la méiose 2 qui consiste tout simplement en une division également de mitose. Très bien. Là, vous allez avoir même chose en prophase avec donc les deux cellules. Là, c'est l'autre avec donc les deux chromosomes. Ensuite, donc là, c'est prophase 2. Maintenant, cette prophase 2 également va s'accompagner maintenant de la métaphase 2. C'est bon? Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, quand on parle de la métaphase, c'est parce qu'en réalité, vous avez les chromosomes qui vont s'aligner au niveau de la plaque équatoriale. Maintenant, je prends une autre couleur pour que vous puissiez bien faire la distinction. Voilà. Et maintenant, là, vous avez donc les fuseaux de division. D'accord? Qui sont là. Donc là, c'est la métaphase 2. Maintenant, quand on parle de la phase 2, c'est là maintenant, en réalité, donc la grande distinction. Le chromosome, en réalité, jeune gens, qui était formé de deux chromatides. Les deux chromatides étant liés par un centromère. Donc là, je rappelle, donc là, c'est chromatide, d'accord? Et là, c'est centromère. Centromère, c'est bon? On va se rendre compte, jeune gens de la terminale, qu'il y aura maintenant séparation de ces deux chromatides. Donc, chaque chromatide maintenant va aller au niveau donc d'un pôle. Maintenant, ça qu'on va observer ici au niveau donc de l'anaphase. En d'autres termes, lorsque les fuseaux de division vont se raccourcir, jeunes gens de la terminale,
il y aura séparation de ces chromatides. Donc, il y aura un chromatide qui viendra dans un des pôles. L'autre chromatide également va venir au niveau de l'autre pôle. Même chose également. Il va y avoir chromatide qui va venir au niveau d'un pôle, l'autre chromatide qui va venir au niveau de l'autre pôle. Et finalement, lorsque ça se sépare, je jonge de la terminale en la phase 2. Donc là, voilà. Donc là, vous allez avoir donc les deux chromosomes qui sont là, et l'autre également les deux chromosomes qui sont là. Et donc là, maintenant, vous avez donc l'anaphase. Et donc, la différence notoire, la différence phare en réalité, c'est quoi? Au niveau de la méiose 1, comme vous l'avez dit, il y aura séparation des deux chromosomes homologues. Vous y êtes? Donc, séparation des deux chromosomes homologues. Des deux chromosomes homologues. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'on a au niveau donc de la méiose 2, changeant de la terminale? Au niveau de la méiose 2, nous avons séparation de quoi? Est-ce qu'on a également séparation des chromosomes homologues? Non, Très bien. On a séparation de quoi? des chromatides. Très bien. Donc, séparation des chromatides. Séparation des chromatides. Si c'est tout vous qui avez posé la question, maintenant, est-ce que ça va? Oui, ça va. Très bien. Merci. Très bien. Maintenant, donc là, c'était par rapport à la méiose. Maintenant, mis à part la méiose également, il est important que l'on puisse savoir l'évolution de la quantité d'ADN. J'espère également que vous n'avez pas de soucis par rapport à ça. Des questions relatives par rapport à ça, jeunes gens de la terminale, c'est également qui vient d'arriver. Abounjaï, Fatoumata Traoré, Chernian, Bissine Cham, Nafi Touré, Ousmane Sissé, Sohna Dramé, Amidjoum. Des questions par rapport à l'évolution de la quantité d'ADN. Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez répéter Que je répète au niveau de quel point? la dernière partie? Par rapport à la méiose? Oui, D'accord. Mais non, je disais tantôt, jeunes gens de la terminale, que quand on parle de la méiose, voilà, qu'il s'agit de deux méioses. Vous avez ce qu'on appelle la méiose 1, encore appelée division réductionnelle, où la cellule va passer de 2 N chromosomes à N chromosomes. Et quand on prend maintenant la division équationnelle, c'est toujours donc les cellules qu'on a obtenues à N chromosomes qui vont toujours donner des cellules à N chromosomes. Ça marche que là. Maintenant, on va se rendre compte que la méiose 1 comprend 4 parties. Prophase, métaphase, anaphase et télophase. Dans la mesure où on parle de méiose 1, donc vous précédez juste après de l'indice petit 1. Ça marche que là. Et moi, je disais souvent pour que les élèves puissent maîtriser ça, le P, c'est pain, M, mayonnaise, A, acton. Et donc là, vous avez pain, mayonnaise, acton. D'accord. Vous m'entendez? Oui, Très bien. Maintenant, quand on regarde le pain, mayonnaise, acton de la muse, une jeune de la terminale, on va se rendre compte que quand on prend la prophase, l'ensemble des chromosomes, en réalité, vous allez avoir donc condensation de la chromatine qui va donner des chromosomes. Et donc là, vous avez les chromosomes qui sont là. Mais à part cela également, quand on prend la métaphase, les chromosomes homologues, tous les chromosomes homologues vont se retrouver au centre de la cellule, désignant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Jeune dame, est-ce que vous me suivez? Vous qui me demandez à ce que je revienne. oui, je comprends. Très bien. Maintenant, regardez bien au niveau de l'anaphase. On se rend compte maintenant que chaque chromosome homologue va se séparer en deux. L'un des chromosomes va aller au niveau d'un pôle, l'autre au niveau de l'autre pôle. Donc, tous les Mm, chromosomes homologues ont tendance, dans cette partie, à se séparer. C'est bon. Et mm. maintenant, au niveau de la télophase, les chromosomes qui étaient séparés, maintenant, chacun va être dans une cellule fille. C'est bon. Et Oui, oui. maintenant, ces cellules filles, jeunes gens de la terminale, c'est eux qui vont continuer la méiose 2. Dans un souci d'espace, j'ai pris une des cellules que j'ai continué en méiose 2. Et maintenant, en méiose 2 également, on va se rendre compte qu'on a 4 parties. Même chose également, pain, mayonnaise, acton, le terme prophase, métaphase, anaphase et télophase. Maintenant, dans la mesure, il s'agit donc de la méiose 2, on fait indice 2. Même chose également, avec toutes les étapes donc, de la mitose. Donc là, vous avez prophase, avec l'ensemble des caractéristiques de la prophase. La métaphase également, on va se rendre compte que les chromosomes vont se retrouver au centre, en d'autres termes, au niveau de la plaque équatoriale.
Et jeunes gens ici au niveau de l'anaphase 2. Et là, on fait attention. Tout en tantôt, j'ai rappelé que quand on prend un chromosome, d'accord, vous avez donc deux chromatides qui sont liées par ce qu'on appelle un centromère. Maintenant, ici, la spécificité, d'accord, c'est que chaque chromatide maintenant va se séparer. Et donc, l'un des chromatides va aller au niveau d'un pôle, l'autre au niveau de l'autre pôle. Vous voyez? Et donc, la différence notoire entre la méiose 1 et la méiose 2, jeunes gens de la terminale, on va se rendre compte que quand on prend la méiose 1, c'est une séparation des deux chromosomes homologues, alors que quand on prend la méiose 2, c'est la séparation des chromatides. Jeune dame, est-ce que je me suis fait bien comprendre? Oui. Des questions relatives par rapport à ça? Non. Très bien, donc on peut continuer. Oui. Bien. Maintenant, en ce qui concerne l'évolution de la quantité d'ADN, et là c'est important, parce que si vous ne comprenez pas l'évolution de la quantité d'ADN, ce serait compliqué dans la suite de nos exercices également que vous puissiez donc les faire. D'emblée, je pose la question de savoir, est-ce que d'emblée vous avez compris ça, l'évolution de la quantité d'ADN? Un jeune gens? Y a-t-il des gens qui n'ont pas bien cerné cette partie? Veuillez venir, monsieur. Il n'y a aucun souci. D'accord. Maintenant, donc là, je mets le graphique, d'accord? Et donc là, j'ai mis Q représentant quantité d'ADN. C'est bon? Maintenant, là, je mets 2Q. Pourquoi 2Q? Parce qu'on va se rendre compte que vous avez des cellules diploïdes. Quand on a des cellules diploïdes, cela signifie que donc des cellules à deuxième chromosome. En deux termes, chaque chromosome est représenté deux fois. C'est bon. Raison pour laquelle ici, on met 2Q. C'est bon jusque-là. Et maintenant, lorsqu'ils vont se multiplier, on passera de 2Q à 4Q. C'est bon jusque-là. Et lorsque maintenant, ça passe maintenant à des cellules haploïdes, on parle maintenant de Q. Jeune gens de la terminale, jusque-là, est-ce que c'est bon? Maintenant, on va se rendre compte d'emblée, en classe de première, vous aviez fait ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Et quand on avait parlé du cycle cellulaire, jeunes gens de la terminale, nous avions dit que la cellule, en réalité, passait par deux étapes. D'emblée, vous avez ce qu'on appelle donc l'interphase, et après, vous avez ce qu'on appelle la mitose. L'interphase, jeunes gens, on avait subdivisé ça en trois étapes, si vous vous souvenez bien. On avait parlé de quoi? De la phase G1. Vous avez parlé de la phase S et de la phase G2. Donc là, c'est juste un rappel. Quand on parle de G1, en réalité, donc, c'est après la mitose. C'est bon jusque-là. C'est là où la cellule effectue ses fonctions. En parlant de la phase S, c'est la phase où il y a une réplication de l'ADN. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que la cellule va en division, va en mitose. Et la phase G2, donc, c'est là où il y aura donc une croissance, en réalité, une augmentation de la taille du cytoplasme. C'est bon. Et maintenant, quand on parle de mitose, on a fait P-acton. Quand je dis P-acton, donc prophase, métaphase, anaphase et télophase. Maintenant, c'est ça dont on va parler. En deux termes, cela signifie quoi? D'emblée, la cellule, après la mitose, va être dans la phase G1. Donc là, je mets G1. Dans cette phase G1, on va se rendre compte en réalité que les chromosomes, comme je l'ai dit tantôt, sont constitués de deux chromatides. Donc là, je mets chromosome comme ça, c'est-à-dire fondé de deux chromatides. C'est bon jusque-là. Maintenant, durant la phase S, jeunes gens de la terminale, et là, il faut bien sûr, on va se rendre compte que chaque chromosome maintenant va se dupliquer. En se dupliquant, donc là, je remets d'emblée la première, donc là, c'est là. L'autre également est là. En se dupliquant, donc là, vous allez avoir à peu près ça. Donc là, je mets celle qui s'est dupliquée. Pourquoi? Parce qu'au niveau donc, de la phase S, rappelez-vous vos notions de première, vous aviez parlé de la réplication. C'est bon jusque-là. Et maintenant, là, ça désigne la phase S. C'est bon. Après cette phase S, jeunes gens, on va aller dans ce qu'on appelle maintenant la phase G2. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a donc, comme ça, donc là, je mets ici G2 pour que vous puissiez bien comprendre, jeunes gens de la terminale. Donc là, je mets les deux. Donc là, maintenant, voilà. Très bien. Donc là, maintenant, vous avez donc une cellule qui est en phase G2. Donc, après la réplication, cela permet donc d'obtenir maintenant, chaque chromosome maintenant va s'organiser donc en donnant donc les chromatides. C'est bon jusque-là. Maintenant, mis à part cela, jeunes gens, on va se rendre compte, après la phase G2, maintenant, nous allons entrer en mitose. Maintenant, dans la mesure où nous, on est en train d'obtenir les gamètes, et donc cela signifie que nous, au lieu de faire la mitose, nous allons faire ce qu'on appelle la méiose. Dans la mesure où tantôt nous avions dit que la méiose comportait deux étapes, la méiose 1 et la méiose 2, nous allons d'emblée passer à la méiose 1 en parlant d'emblée de la prophase 1. Oui?
Il y a des gens qui ont ouvert leur micro. Pouvez-vous lever la main si vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, je peux continuer. Si vous avez des questions, vous levez la main. Sinon, je pense que je peux continuer. D'accord. Maintenant, là, on est donc en phase G2. Donc, G1, S, il y a une duplication de l'ADN. G2, maintenant, vous avez maintenant donc le résultat de ce dont on a obtenu. C'est-à-dire le résultat après donc la réplication. Donc, quand la cellule est en prophase, vous allez avoir maintenant donc les deux chromosomes homologues qui sont là, qui sont présents, jeunes gens de la terminale. Donc là, je les remets. Donc, les deux chromosomes homologues qui sont là, qui sont présents. D'accord? Donc là, c'est prophase 1. C'est bon jusque-là. Pourquoi j'ai dit? Parce que méiose 1, on parlera de prophase 1. Mais non, rappelez-vous, en métaphase, jeunes gens, on avait dit que les chromosomes vont être alignés. Donc là, je remets ça comme ça. D'accord? Comme ça, comme ça. Ils vont être alignés au niveau de la plaque équatoriale. Vous vous souvenez? Et maintenant, on va se rendre compte après, vous allez avoir ce qu'on appelle l'anaphase. Au niveau de l'anaphase, rappelez-vous, j'avais dit que chaque chromosome homologue va se séparer en deux. Et donc, cela signifie que maintenant, nous allons avoir un chromosome dans un pôle, un autre chromosome dans l'autre pôle. Donc là, je ne vais pas représenter l'autre. Donc, je vais juste prendre un. J'espère que vous comprenez. Vous comprenez? Il faut me dire oui pour que je puisse savoir. Oui. Voilà, très bien. Donc là, on est au niveau de l'anaphase 1. C'est bon jusque-là. Maintenant, après la phase d'anaphase, donc après donc, la séparation, donc toujours au niveau de la télophase également, vous allez avoir donc toujours le chromosome qui est là. Donc là, c'est la télophase 1. Maintenant, l'autre étape, c'est la méiose 2. Parce qu'on a fait méiose 1, maintenant on passe maintenant à méiose 2. Maintenant, l'étape qui sépare méiose 1, méiose 2, on ne peut pas parler d'interphase. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu réplication de l'ADN. On parlera d'intercinèse. Maintenant, là également, j'y reviendrai. C'est bon? Maintenant, après la phase d'intercinèse que je dénomme par I, attendez, je vais prendre une autre couleur pour que vous puissiez bien l'appréhender, mieux la comprendre. D'accord? Donc là, je mets intercinèse. C'est bon? Qui est cette phase-là, qui représente à peu près une phase d'interphase, mais cependant, l'intercinèse, juste, il n'y a pas en réalité donc de réplication. C'est bon. Maintenant, on va se rendre compte qu'on va maintenant passer à la prophase 2. Jeunes gens de la terminale. On va se rendre compte que lorsqu'on passe au niveau de la prophase 2, même chose également. Vous allez avoir donc, comme on a obtenu donc au niveau de la télophase 1, le chromosome avec les deux chromatides, on va l'obtenir, on va continuer avec ça. Prophase également, même chose. Donc là, je mets prophase 2 pour que vous puissiez mieux comprendre. Et là également, je le fais comme ça au niveau de la métaphase 2. C'est bon. Maintenant, après la métaphase, on a quoi? L'anaphase. Donc, comme on a dit séparation, donc c'est là que donc, vous allez avoir des chromatides qui vont aller donc, vers l'un des pôles, l'autre chromatide qui va aller vers le bas. Et donc, lorsqu'on a une séparation des chromatides, cela réduit également de moitié le nombre ou bien la quantité d'ADN. C'est raison pour laquelle ça passe maintenant donc, de 2Q à maintenant Q. Donc là, je mets ça en bas pour que vous puissiez bien l'appréhender. Donc, à Q. Donc là, on est au niveau de l'anaphase 2. C'est bon. Après l'anaphase 2, donc vous avez toujours donc, le chromosome avec donc, il est monochromatidien, voilà, qui va maintenant aller au niveau donc de la télophase 2. Voici l'évolution de la quantité d'ADN jeune gens. Donc là, je peux dire c'est l'interphase, d'accord? Et là, jeune gens, vous avez les méioses. Quand je dis les méioses, cela sous-entend la méiose 1 et bien évidemment la méiose 2. Jeunes gens, est-ce que vous avez des questions relatives par rapport à ça? Si vous avez compris, on passe. Jeunes gens de la terminale, me recevez-vous? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez bien compris, jeunes gens? Oui. Oui. Très bien. C'est formidable. It's wonderful. Maintenant, donc là, c'était par rapport à l'évolution de la quantité d'ADN. C'est bon. Maintenant, pourquoi j'ai fait cela? Parce que cela vous permettrait, jeunes gens, maintenant, quand je vais parler de la spermatogénèse, comme je vais bientôt le faire, ou bien quand je vais mettre l'accent sur l'ovogénèse, comme je vais après le faire, jeunes gens, vous allez bientôt comprendre. Quand je parle de la spermatogénèse, c'est-à-dire le processus, le mécanisme permettant d'obtenir les spermatozoïdes. C'est bon jusque-là. On va se rendre compte que ces spermatogénèse se scindent, se stratifient, se subdivisent en 4 étapes. D'emblée, vous avez ce qu'on appelle quoi, jeunes gens? Vous avez fait ça en classe? Oui. Non. Oui? Oui, non, d'accord. Merci pour le oui, non. Maintenant, la première phase pour ceux qui l'ont fait, maintenant pour ceux qui ne l'ont pas fait également, c'est l'occasion de suivre pour que si vous êtes en classe, que vous puissiez mieux apprendre à faire ça. D'accord? Parce qu'on dit souvent que ne pas planifier, c'est planifier son échec. Donc, phase de multiplication. Ensuite, vous avez phase d'accroissement.
Donc là, c'est phase d'accroissement. Ensuite, phase de maturation. Et enfin, phase de terminaison. Phase de maturation. Et enfin, phase de terminaison. Phase, excusez-moi, non pas terminaison. Phase de différenciation. Là, j'ai la tête maintenant qui de différenciation. Voilà. Donc, la phase de terminaison, là, c'est avec donc voilà, la réplication de l'ADN avec la traduction. Donc, là, ça va. Donc, là, c'est la phase de différenciation. Donc, voici les 4 phases de la spermatogenèse, jeune de la terminale. Vous avez la phase de multiplication, d'accord? Et quand on prend les phases de multiplication pour matérialiser ça, vous avez ce qu'on appelle donc des cellules à 2 N chromosomes qui vont se multiplier également pour donner des cellules à 2 N chromosomes. Donc, 2 N, 2 N, d'accord? Qui vont se multiplier davantage. Et donc, on va se rendre compte à partir de la puberté, chez l'homme, l'homme a la capacité, après la multiplication, de donner plusieurs cellules appelées des spermatogonées. On les appelle des gonées, des spermatogonées. C'est bon. Et donc, l'homme a la capacité toujours de fournir ces spermatogonées de la puberté jusqu'à la mort. Raison pour laquelle vous pouvez avoir un vieux de 90 ans qui a la possibilité, m'excusez du terme, c'est juste pour vous permettre de mieux comprendre, mais d'enceinte une fille de 17 ans. D'accord. Et donc, les filles qui veulent les sugar daddy, là, il faut faire attention. Et je ferme la parenthèse. Maintenant, on continue. Après, vous avez donc les gonées maintenant, certaines de ces gonées qui vont continuer à se multiplier. Maintenant, d'autres gonées également vont essayer de se spécialiser. C'est bon. Maintenant, ces gonées, en se spécialisant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter de taille. J'ai dit bien augmenter de taille. Et donc, cela suppose également que la quantité d'ADN ne varie pas, ne fluctue pas, ne change pas. C'est bon. Et donc là, dans la mesure, donc, c'est pas ces deux gonées à changement de taille, donc on ne peut pas donner le même nom. Raison pour laquelle on parle de site 1, c'est-à-dire spermatocyte 1. C'est bon jusque-là? C'est bon? Vous suivez? Oui. Très bien. Mais dans cette phase de multiplication des spermatogonies, raison pour laquelle on a nommé donc phase de multiplication, la phase où ça permet maintenant une augmentation de la taille du volume, raison pour laquelle on a parlé de phase d'accroissement. Pourquoi? Parce que de famille côté, parce qu'il y a une augmentation. C'est bon jusque-là? D'accroissement. Maintenant, à part ça également, vous avez ce qu'on appelle une phase où le site 1, en d'autres termes, donc le spermatocyte 1, également va faire ce qu'on appelle donc la méiose. Maintenant, pour cette méiose, jeunes gens, il faudrait comprendre une chose. Dans la mesure où vous avez parlé de 2 méioses, donc cette étape, on l'appelle donc phase de maturation, on va regarder d'emblée. Lorsque le site 1 va faire d'emblée la première méiose, donc ça va donner 2 cellules. D'accord? Une cellule qui est là, beaucoup plus petite, attendez, qui est là, et une cellule qui est là. Et donc là, c'est le résultat de la méiose 1. Et rappelez-vous, quand on parle de méiose 1, donc ça permet de passer de 2N à N. Pourquoi? Parce que c'est une division réductionnelle. C'est bon. Étant une division réductionnelle, donc cela va nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle donc les sites 2. Indéniablement, indiscutablement, indubitablement, incontestablement, les sites 2 sont à N chromosomes. C'est bon. Maintenant, ces sites 2 étant à N chromosomes, également vont faire ce qu'on appelle maintenant la méiose 2. En faisant la méiose 2, je le mets ici, qui permet également de passer de N toujours à N chromosomes, cela va donner, jeunes gens, c'est-à-dire donc chaque site 2 va donner 2. Donc, ce site 2-là va donner d'autres cellules, 2 autres cellules, d'accord, qu'on appelle donc des spermatides. Indéniablement, ces spermatides sont à N chromosomes. Voici, jeunes gens, la phase de maturation. Donc, la phase de maturation, c'est ici, c'est tout ça. Des questions? Avant qu'on ne passe maintenant à la spermiogenèse, encore appelée phase de différenciation. Oui, Ami Djoum. Oui, Djoum, vous avez levé la main. Djoum, Djoum. La phase d'accroissement Oui, correspond à l'augmentation de volume. exactement. De quoi? De spermatogonie. En augmentant de volume, maintenant, ça va devenir ce qu'on appelle le spermatocyte 1. Raison pour laquelle on parle de phase d'accroissement. Donc, le nombre de chromosomes ne varie pas, ne change pas. D'accord. C'est bon? Oui. Très bien. Les autres, on peut continuer. Très bien. Maintenant, vous allez avoir maintenant ce spermatide, maintenant qui va faire une phase de différenciation. Maintenant, différencier, cela, donc ça va se spécialiser. En d'autres termes, cela va davantage se spécifier.
En se spécifiant, on va se rendre compte, jeunes gens de la terminale, que des modifications morphologiques vont apparaître. C'est-à-dire donc que la cellule maintenant va être plus effilée, va perdre une partie de son cytoplasme et devenir ce qu'on appelle donc les spermatozoïdes. Et donc, on va se rendre compte que chaque spermatide va donner deux spermatozoïdes. C'est bon. Et donc, le résultat final, c'est quoi? On va se rendre compte à partir d'un seul spermatocyte. Hein? Vous avez, jeunes gens, la présence de quatre spermatozoïdes. C'est bon. Et maintenant, cette phase, c'est ça qu'on appelle donc phase de différenciation. De différenciation. C'est bon. Et donc, voici les étapes de la spermatogenèse. Maintenant, en ce qui concerne l'ovogenèse, donc là, ça démarre à partir de la puberté, jeunes gens de la terminale. Voilà, donc puberté, jusqu'à la mort. Donc, les hommes, il ne faut pas sourire. Hein? Ce n'est pas parce qu'on vous a dit jusqu'à la mort que vous souriez. Non, non. Parce que également, ça va, en fonction de votre âge, ça diminue. C'est-à-dire, donc, la production va diminuer. D'accord. Les filles également, attention au sugar daddy. Voilà, merci. Maintenant, on passe maintenant à l'ovogenèse. Jeunes gens, quand on parle d'ovogenèse, c'est tout simplement le processus d'obtention des ovocytes, endotherme de l'ovule. C'est bon. Maintenant, la femme, voilà, la femme, elle est compliquée. Non. Et pour vous montrer la complication de la femme, donc ça, c'est juste pour taquiner, voilà, donc c'est juste la souci de pédagogie. Mais la femme n'est pas compliquée, c'est l'être cher. Jeunes gens, quand on prend l'ovogenèse, on va se rendre compte que cela démarre depuis que l'enfant, endotherme la fille, est dans le ventre de sa mère. L'homme, le spermatogenèse, la spermatogenèse pour moi, donc a démarré à partir de la puberté. Ça marche que là. Et donc, on va distinguer deux phases. Une phase embryonnaire, endotherme lorsque la fille est dans le ventre de sa mère. Une phase extra-embryonnaire, endotherme lorsque la femme, la fille naît. Ça marche que là. Et donc, dans la vie embryonnaire, on va se rendre compte, jeunes gens de la terminale, que des cellules A embryonnaires, excusez-moi, donc là, je mets embryonnaire, on va se rendre compte que des cellules à deuxième chromosome vont se multiplier davantage, d'accord? Et donc, ça va donner des ovogonies. Toujours, les ovogonies vont se multiplier. Il y aura plusieurs millions d'ovogonies, plusieurs milliers d'ovogonies. Et donc, toutes ces cellules sont des cellules à deuxième chromosome. Mais non, cependant, ça va se stopper. C'est-à-dire, il y aura une multiplication, ensuite il y aura stop. Chez l'homme, il n'y a pas de stop. Jusqu'à la mort, il n'y a pas de stop. Mais chez la femme, ça va faire stop. C'est bon jusque-là. Mais non, imaginez, vous avez plusieurs millions de vogonies. Si plusieurs millions de vogonies évoluaient, mais la femme pourrait enfanter des millions et des millions d'enfants, l'évolution a voulu faire ce qu'on appelle une sélection entrée. Raison pour laquelle ce n'est pas toutes les ovogonies en réalité qui vont voilà, venir avec la naissance de la femme. Il y aura certaines ovogonies qui vont être éliminées. Mais dans cette phase d'élimination, c'est ça qu'on appelle donc le phénomène d'atrésie. Donc, on appelle ça phénomène d'atrésie folliculaire. Phénomène d'atrésie folliculaire. Et c'est normal parce que dans la vie, tout est question de sélection. C'est bon. Maintenant, les ovogonies maintenant qui ont réussi en réalité à ne pas être éliminés, d'accord? Donc, toujours dans la vie embryonnaire, hein, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant augmenter de taille. En augmentant de taille également, ils vont devenir ce qu'on appelle donc des ovocytes 1. Comme j'ai dit augmentation de taille, donc je n'ai pas touché au noyau. Donc, toujours, c'est à deuxième chromosome. Mais dans cette phase, permettons cela, c'est ça qu'on appelle donc phase d'accroissement. Donc, phase d'accroissement. C'est bon. Donc, toujours, l'enfant est dans le ventre de sa mère. C'est incroyable. Donc là, cette phase de multiplication, d'accord? C'est-à-dire donc la multiplication donc, des ovogonés. Maintenant, toujours, l'enfant est dans le ventre de sa mère. Maintenant, l'enfant va entamer, va démarrer, va amorcer la phase de maturation. Rappelez-vous, jeunes gens, la phase de maturation, vous aviez deux divisions, la méiose 1 et la méiose 2. Maintenant, quand on prend la méiose 1, on va se rendre compte d'emblée, l'ovocyte 1 va passer en prophase 1. Maintenant, en passant en prophase 1, ah, l'organisme maternel va lui dire, hey, doy, non, ça suffit. Maintenant, c'est à toi, maintenant, quand tu vas naître, tu vas continuer pour toi. Et donc, ça va s'estomper, ça va s'arrêter. Et donc, quand l'enfant naît, l'enfant arrive avec des ovocytes 1 bloqués en prophase 1. Bloqués, ici. Et il y a naissance. C'est bon. Maintenant, l'enfant naît, l'enfant grandit, l'enfant joue en high. C'est bon. Jusqu'à ce que l'enfant, maintenant, revienne à la puberté. Jeunes gens, à partir de la puberté, nous allons nous rendre compte en réalité que ça va continuer. C'est-à-dire, on s'était arrêté à la prophase 1. Donc, maintenant, ça continue. Prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Et dans ce cas-là, vous allez avoir l'ovocyte 1 maintenant va donner
de l'ovocyte 2, cyte 2, d'accord, et le premier globule polaire. Raison pour laquelle, quand vous dessinez donc l'ovocyte 2, vous dessinez le premier globule polaire. C'est bon. Et maintenant, cet ovocyte 2 également va entrer en méiose 2. Donc, toujours également, ce qu'il va faire, prophase 2, métaphase 2, et puis, tac, blocage. Jeunes gens, c'est cet ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 qui va être libéré lors de la fécondation, c'est-à-dire lors de l'ovulation, tant pour moi. C'est bon jusque-là. Maintenant, cet ovocyte 2 qui va être libéré lors de l'ovulation, lorsqu'il y a la présence du spermatozoïde, c'est ça qui va continuer, en deuxième, c'est ça qui va permettre de pouvoir le débloquer. Donc, le déblocage, s'il y a fécondation, bien s'il y a présence de fécondation, donc ça va continuer en donnant maintenant anaphase 2, télophase 2, d'accord? Ce qui va donner maintenant l'ovule, d'accord? Et l'ovule et le deuxième globule polaire. Maintenant, les globules polaires, en classe de terminale, vous n'avez pas besoin. On vous dit simplement que ça dégénère, d'accord? Donc là, c'est pour vous faciliter la compréhension. Voilà. Maintenant, l'ovule, on va se rendre compte maintenant, après, c'est ça qui va donner le futur zygote. Pourquoi? Parce que le noyau du spermatozoïde, d'accord, en combinant avec donc le noyau de l'ovocyte, maintenant, on va former ce qu'on appelle ce zygote-là. Et voici, d'une manière très résumée, jeunes gens, l'ovogénèse que l'on peut retrouver chez la femme. C'est bon? Des questions relatives par rapport à ça, jeunes gens de la terminale? Jeunes gens de la terminale, des questions relatives par rapport à ça. Non. Très bien. Et donc, jeunes gens, on retient que la femme, donc le cycle est discontinu. Pourquoi dit-on discontinu? Parce que déjà, ça a commencé au niveau de la vie embryonnaire, ça a eu un blocage. Après, à la puberté également, ça a recommencé. Et puis, on va se rendre compte que si la femme atteint la ménopause, le cycle va s'interrompre, va s'estomper, va s'arrêter. C'est bon jusque-là? Maintenant, venons-en maintenant aux exercices. C'est-à-dire, donc, tout ce dont on dit là, c'est pour vous permettre de mieux comprendre l'exercice. Au niveau de l'exercice 2, vous y êtes. On nous dit, le document 2 montre un schéma d'interprétation d'une observation microscopique d'une coupe d'un testicule humain. Annotez ce document 1. Donc là, c'est la première question. Donc, on met 1. Annotons ce document. C'est bon. Selon vous, le 1, jeunes gens, ça représente quoi? Donc là, je remets les numéros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et finalement, je mets ici 10. Le 1, si vous deviez annoter, jeunes gens, le 1, que diriez-vous? Mokhtar Keïta, Bissi Jam, Amidjoum, Ousmane Cissé. Je vous écoute. Oui, Ousmane Cissé. Mamran. Mamran, très bien. Donc là, on peut mettre Mamran. Très bien. Donc là, on peut mettre Mamran. Donc là, je mets Mamran. Voilà. Attendez un instant. Voilà. Mamran. On peut même préciser en disant Mamran basal. D'accord. Maintenant, le 2. Le 2, regardez bien. On se rend compte en réalité donc que c'est une structure, il n'y a pas de noyau, voilà. Et c'est essentiel parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas également de gaz respiratoire. Donc, indéniablement, ça fait référence à quoi? Jonction de la terminale. Ça fait référence au vaisseau sanguin. D'accord? Pourquoi? Parce que sans vaisseau sanguin, on va se rendre compte en réalité que le sang ne pourrait pas être là. Et donc, s'il ne sang n'est pas là, la fonction accomplie par le sang, bien les fonctions accomplies par le sang ne seront pas effectuées. Donc, dans ces deux vaisseaux sanguins. Maintenant, 3. Regardez bien, ce sont des cellules se retrouvent au niveau des interstices. D'accord?
Et qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on dira? Oui, ici c'est. Cellule de Leydig. Très bien. Donc, cellule de Leydig, encore appelée cellule interstitielle. Très bien. Maintenant, en 4, qu'est-ce qu'on dira? Maintenant, on avait dit en été que le développement des spermatozoïdes se fait de manière centripète. Quand on dit centripète, c'est-à-dire donc de la périphérie vers le centre. C'est bon. Et donc, toujours de la périphérie, vous distinguez ce qu'on appelle les spermatogonies, les spermatocytes 1 de grande taille, les spermatocytes 2, d'accord, les spermatides et les spermatozoïdes qui sont là. C'est bon. Et donc, on va se rendre compte qu'en 4, vous avez des cellules se retrouvant à la périphérie. Donc, on peut les qualifier comme étant les spermatogonies. C'est bon. Donc, spermatogonie. Maintenant, en 5, dans la mesure, donc, c'est des cellules de grande taille, se trouvant en deçà, donc des spermatogonies, on peut les qualifier comme étant des spermatocytes, spermatocyte 1. Spermatocyte 1. En 6 également, vous avez ce qu'on appelle les spermatocytes 2. C'est bon. En 7, vous avez, regardez bien, donc c'est au niveau, ce sont des cellules longitudinales qui sont comme ça. Donc là, je prends le marqueur. On va se rendre compte, regardez, les cellules, les spermatozoïdes, d'accord, s'insèrent, s'enchassent au niveau de ces cellules. C'est normal pourquoi parce que ce sont des cellules qui leur servent de pouvoir se nourrir. Donc ce sont des cellules nourricières, encore appelées cellules de Sertoli. D'accord, donc là, vous avez les cellules de Sertoli. Cellules de Sertoli. En 8, vous avez les spermatozoïdes, comme sont bien là. Donc là, j'abrège en mettant SPZ. D'accord. En 9, vous avez les spermatides. De toute façon, là, voilà. Donc les spermatides ont donné les spermatozoïdes. Spermatides. Et en 10, finalement, on a quoi? La lumière. Parce que regardez, donc là, c'est la lumière du tube séminifère, c'est-à-dire le centre. D'accord? Donc là, c'est la lumière. Lumière du tube séminifère. C'est bon. Et donc là, c'est la notation jeune gens de la terminale. Des questions relatives par rapport à ça? C'est bon? Maintenant, 3. Bon, il n'y a pas de question 2, donc là, c'est la question 3 directement qu'ils ont mis. Maintenant, on nous dit, le document 3 montre 3 cellules, grand A, grand B et grand C, observables au niveau de la paroi du tube séminifère. Reconnaissez ces cellules et précisez pour chacune d'elles en justifiant la réponse, la phase et le nom de la division correspondante. Présentez votre réponse sous forme d'un tableau. D'accord? Donc maintenant, sous forme d'un tableau. Sous forme d'un tableau. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on mettra? Ici, on a demandé le nom, d'accord? Donc là, je mets ici non. Non. Ici, je mets la phase. Ici, je mets la division, jeune gens de la terminale. Et on me demande de justifier, donc indéniablement également, ici, je mettrai la justification. C'est bon. Maintenant, le nom. Jeune gens de la terminale, ici, je mettrai A. Ici, je mettrai B. Et finalement, je mettrai C par là. Maintenant, selon vous, si on devait identifier maintenant de A, que dirait-on? A. Oui, Ousmane Tissé. Anaphase 2. Anaphase 2. Oui. Anaphase 1. D'accord. Maintenant, vous, anaphase Anaphase 2. 1. Anaphase 1. Anaphase D'accord, 1. très bien. Anaphase 1. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte là, on a séparation des chromosomes homologues. Très bien. Donc Oui, là, je mets oui. donc anaphase 1. Anaphase 1. Très bien.
Et donc, si cellule A, c'est anaphase 1, donc normalement, cellule C, jeunes gens, cellule C, dans ce cas-là, on mettra quoi? Anaphase 2. Très bien. Parce que là, on va se rendre compte en réalité qu'on a séparation, maintenant, des chromatides, anaphase 2. Maintenant, la cellule B. Dans le cas là, la cellule B, que dirait-on? Télophase, télophase 2. Télophase. Plus ou moins, parce que regardez, vous avez à peu près la même chose, hein, parce que vous avez Mhm. ascension, mais cependant, ici, on a des chromatides. Qu'est-ce qu'on dira? On est en anaphase, d'accord? Donc, on va se rendre compte ici, toutes les trois cellules mettent en évidence une ascension au niveau des pôles. Donc là, toujours, c'est au niveau de l'anaphase. D'accord? Maintenant, là, c'est anaphase 1. Pourquoi? Parce qu'il y a séparation des chromosomes homologues. Il y a anaphase 2 au niveau donc, de la cellule C. Pourquoi? Parce qu'on a en réalité donc, séparation des chromatides, mais cependant, là, c'est une anaphase de mitose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu séparation des chromatides des chromosomes. C'est bon jusque-là. Donc là également, c'est anaphase. C'est bon, jeunes gens? Anaphase. Mhm. Maintenant, anaphase 1, c'est dans quelle division? C'est dans la méiose ou bien dans la mitose? Méiose. Division 1. Très bien. Donc, méiose 1, méiose 1. Très bien. Méiose 1. Maintenant, anaphase 2 également. C'est dans quoi? Méiose 1 ou méiose 2? Méiose 2. Très bien. Méiose 2. Et maintenant, anaphase tout court. Donc là, c'est quelle? C'est mitose ou méiose? Mitose. Très bien. Donc là, c'est mitose. C'est bon. Maintenant, on va regarder maintenant les noms. Anaphase 1, ça concerne quoi? Au niveau maintenant donc de la spermatogénèse. Est-ce que ce sont les spermatocytes 1 qui vont faire, ou bien les spermatogonies, ou bien les spermatocytes 2? Spermatocyte 2. Les spermatocytes 2. D'accord. On va réfléchir si c'est. Spermatocyte 1. D'accord. Maintenant, pourquoi? Première division. Très bien. Parce que Parce que l'appel. Mhm, oui, première allez-y. Oui. division. Très Parce que bien. la Parce que. première division de la méiose se passe Très, dans le spermatocyte 2. Le spermatocyte 1. très bien. Parce que rappelez-vous, quand on a parlé de spermatogonie, d'accord, on avait dit que les spermatogonies vont donner les spermatocytes 1 de grande taille. Les spermatocytes 1 de grande taille. Maintenant, ces spermatocytes 1 vont d'emblée faire la méiose 1. En d'autres termes, c'est au niveau de la méiose 1, on a l'anaphase 1. Et donc là, il s'agit donc des spermatocytes 1. John, vous avez compris? Oui. Très bien. Donc là, c'est spermatocyte 1. Spermatocyte 1. C'est bon. Maintenant, ici, au niveau de C, est-ce qu'on parlera, donc dans ce cas-là, si A est spermatocyte 1, donc C, normalement, c'est spermatocyte. 2. Très bien. Donc, 2. spermatocyte 2. Maintenant, dans la mesure où B, il s'agit de la mitose. Donc, indéniablement, il s'agit donc des cellules à combien de chromosomes? Deux N chromosomes. Donc, il s'agit normalement de quoi? Des gonies, des spermatocytes 1, des cytes 2, des cystides ou bien des spermatocytes. Spermatogonie. Très bien, des spermatogonies. Très bien. Et donc là, on va se rendre compte qu'on a les gonies. Maintenant, pourquoi a-t-on dit ça? C'est-à-dire, pourquoi nous avons dit en réalité que ici, on est en anaphase 1. Mokhtar, vous m'entendez? Vous êtes là? D'accord. Maintenant, on va se rendre compte, jeunes gens, ici, c'est parce que vous l'avez dit tantôt, vous avez ascension de chromosomes bichromatidiens. C'est bon jusque-là. Donc, il n'y a pas eu séparation des chromatides. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez dit que nous sommes en anaphase 1. D'accord? Donc, je mets ascension, ascension, ascension des chromosomes, des chromosomes bichromatidiens. C'est bon jusque-là, vous avez compris. Maintenant, pourquoi ici également a-t-on dit bichromatidiens? Maintenant, ici, au niveau de B, pourquoi l'a-t-on dit? C'est parce qu'on a ascension polaire également, donc, de chromosomes simples. D'accord? Donc, ascension, raison pour laquelle, toujours quand on a ascension, donc là, on est au niveau de l'anaphase. Ascension, chromosome simple. C'est bon. Maintenant, pourquoi également a-t-on dit au niveau de
c'est parce qu'également on a ascension également de chromosomes simples. D'accord. Ascension de chromosomes simples. Donc, le fait qu'il y ait ascension polaire chez le genre de la terminale, c'est la raison pour laquelle on a dit que nous étions en anaphase. Donc, chromosome simple. Chromosome simple. C'est bon. Jeunes gens de la terminale, vous êtes là. Vous êtes là? Oui. Oui. Voilà, donc finalement, pour la question numéro 3. Non, avant ça, je pense qu'il y avait une question en haut. On nous demandait de classer les cellules. Attendez, voilà. Donc là, la phase de division présentée, voilà. Après, voilà, petit b, indiquer l'ordre chronologique de ces cellules. Donc là, je mets petit b, indiquons l'ordre chronologique des cellules. Mais non, quand je dis ordre chronologique, c'est-à-dire en fonction du temps, quelles sont les cellules que l'on obtient en premier, ensuite les autres vont suivre. Mais non, d'abord, au niveau de B, A et C, ou bien de A, B et C, en fonction de l'ordre chronologique, qu'est-ce qu'on obtient d'abord? Est-ce qu'on obtient d'abord les spermatocytes 2, ensuite les spermatocytes 1, ensuite les gonioles ou l'inverse? Les Gonais. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre d'abord? Donc, B. B. Voilà. Maintenant, ensuite, A. A. très bien. Spermatocyte 1. Spermatocyte 1, très bien. Enfin, C. C. bizarrement, ça donne quoi? Bac. 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 Oh, y'a rien en bac. On continue. Hmm. Maintenant, à part ça, vous avez maintenant la question numéro 4. L'évolution, voilà, et tantôt c'est ça que j'expliquais, voilà, donc traduit l'évolution de la quantité d'ADN au niveau des cellules germinales A, B, C, D, E, F à l'origine des spermatozoïdes G. Donc G, on a déjà identifié en nous disant que c'est des spermatozoïdes. C'est bon. Au cours de la spermatogenèse, maintenant je vais descendre un peu pour qu'on puisse voilà, voir la suite. On nous dit, très bien, reconnaissez ces cellules de A à G, indiquez le nombre et l'état des chromosomes dans chacune de ces cellules. Donc petit 4A, petit 4A. Maintenant là, je mets reconnaissons ces cellules. Donc là, c'est 3B. Donc, voilà. 4A, reconnaissons ces cellules. Jeunes gens de la terminale. 4A. Selon vous, c'est quel type de cellule? Ah, ah, je vous écoute. Alors, je vous écoute. La cellule A, la cellule B et la cellule C. C'est quel type de cellule, si vous avez bien compris? Germinal. Germinal. Très bien. On va se rendre compte quand on vous dit germinal, en fait, c'est un peu global. Parce que quand on vous dit germinal, les gonis sont des cellules germinales. Site 1, site 2, site 2 sont également des cellules germinales. Maintenant, quand on dit cellules germinales, vous entendez quoi par cellules germinales? Est-ce que ce sont des gonies, des spermatocytes 1, des spermatides ou bien des spermatozoïdes? Mhm. Donc, on va se rendre compte que A, parce que regardez, donc là, c'est, vous avez donc division cellulaire, donc division, donc toujours vous avez interface, phase S, ensuite division, ensuite interface, phase S, division, interface, phase S, division, interface, phase S, division. Donc là, on va se rendre compte que nous sommes dans une phase de multiplication, c'est bon que là. Et donc, quand on parle de multiplication, donc là, on fait allusion à des spermatogonies. Pourquoi? Parce que ce sont les spermatogonies qui vont se multiplier en grand nombre pour donner également d'autres spermatogonies. C'est bon jusque-là. Et donc, on va dire que donc A, virgule, B, virgule, et C, ce sont des spermatogonies. Pour être plus précis. Donc, des spermatogonies. C'est bon jusque-là. Maintenant, étant des spermatogonies, on va maintenant préciser le nombre de chromosomes. Maintenant, quand on prend la cellule A, d'accord, et la cellule C, on va se rendre compte qu'ils ont le même nombre de chromosomes. Et également la même quantité de chromosomes. C'est bon si vous l'avez vu. A et C
on va se rendre compte que 2N est égal à 46. Pour que, quand dans la on a dit 2, dans la on a parlé de spermatogonie, donc là, le nombre de chromosomes, c'est égal à 2N, donc 46 chromosomes. C'est bon jusque-là. Et donc, on va se rendre compte également que la quantité de chromosomes, en deux termes, donc vous avez des chromosomes 5, raison pour laquelle ici, on a mis Q. C'est bon. Donc, quantité égale Q. Pourquoi? Parce que ce sont des chromosomes simples. Maintenant, quand je prends B, maintenant B également, on va se rendre compte que c'est un spermatogonie. D'accord? Cependant, on va se rendre compte également que le nombre de chromosomes, c'est égal à 2N, c'est égal à 46. Pourquoi? Parce que c'est une spermatogonie. Mais cependant, quand on regarde la quantité d'ADN, est-ce qu'on va dire que la quantité d'ADN est égale à Q? Jonction de la terminale. On va se rendre compte que la quantité d'ADN pour le B, c'est égal à combien? Ok. Q. Très bien. Donc, cela signifie qu'on a eu des chromosomes, mais qui se sont dupliqués. En d'autres termes, on n'a plus maintenant de chromosomes simples. C'est bon. Donc là, on met 2Q. Donc, quantité de chromosomes est égale à 2Q. C'est bon jusque-là. Maintenant, là, c'est A, B et C. Maintenant, on passe à D. Maintenant, après les spermatogonies, jeunes gens, on va se rendre compte après, vous avez une grande interface. C'est bon jusque-là. Et maintenant, après, vous avez donc D. Et donc, rappelez-vous, quand on prend D, après les spermatogonies, on a normalement les spermatocytes. Qu'est-ce spermatocyte? Les spermatocytes 1. Oui, Amidjoum, oui. Amidjoum, vous avez levé la main. Pourquoi entre A et B, Pourquoi entre A et B? il y a une différence de la quantité d'ADN? Pourquoi ça a dédoublé? Oui. C'est normal parce que rappelez-vous, si vous avez une cellule, donc là je le mets ici, si vous avez une cellule, donc la cellule avant d'être en mitose va passer en interface. En passant en interface, donc vous allez avoir donc la phase G1 et la phase S. Et donc durant la phase S, vous allez avoir donc un dédoublement donc de la quantité d'ADN. C'est bon jusque-là. Après le doublement, donc c'est là qui va permettre donc, de pouvoir répartir donc, la quantité d'ADN entre les deux cellules filles. Même chose également, après, donc, si la cellule est en interface, la quantité d'ADN va doubler. Et maintenant, la méthode va permettre de réduire également sa quantité d'ADN, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien, c'est ça. C'est la raison pour laquelle maintenant, dans la phase de multiplication, vous avez donc des phases où la quantité d'ADN donc, augmente. C'est durant la réplication, d'autres durant la phase S, et des fois où ça revient à la normale. Donc, c'est par rapport parce qu'il y a eu mitose. C'est bon, Ami? Oui. Voilà, maintenant, site 1, ensuite, là, on mettra également deuxième chromosome, parce qu'on avait dit que les sites 1 également, c'est dessus à deuxième chromosome, parce qu'il n'y avait que l'augmentation donc, du cytoplasme. Donc, deuxième est égal à 46. C'est bon. Cependant, on va se rendre compte que la quantité d'ADN ici est combien? C'est égal à 2Q. Donc, cela signifie donc, est-ce que ce sont des chromosomes simples? Non, ce sont des chromosomes dupliqués. Donc, chromosome, quantité égale 2Q. Pourquoi? Quantité 2Q, parce que ce sont des chromosomes dupliqués. Donc, là, c'est D. Maintenant, après E, après les sites 1, normalement, on va avoir quoi? Après les sites 1, jeunes gens, on va avoir quoi? Les sites, site 2. Donc, on va se rendre compte que 2 égale à spermatocyte 2. C'est bon jusque-là. Maintenant, les sites 2, on va se rendre compte en réalité qu'on va passer de combien de chromosomes maintenant? Parce que dans la mesure où il y a eu division réductionnelle, donc n est égal à 23. C'est bon jusque-là. Maintenant, on va se rendre compte toujours que les chromosomes également sont dupliqués. Pourquoi? Parce que chaque chromosome a ses deux chromatides. D'accord? Et donc, on parlera de Q. Donc, chromosome dupliqué, donc, égal à Q. C'est bon. Maintenant, quand on prend maintenant la cellule F, d'accord? Donc là, ça va donner ce qu'on appelle donc les spermatides. Les spermatides également, le nombre de chromosomes est égal à 23. Maintenant, rappelez-vous, ce qui nous a permis d'avoir donc les spermatides, c'est parce qu'il y a eu méiose 2. Et quand on a parlé de méiose 2, on a parlé d'anaphase 2 où il y a eu séparation des deux chromatides. Et donc là, on aura quoi? Chromosome simple, dont la quantité c'est égal à Q sur 2. Pourquoi? Parce qu'il y a eu séparation des chromatides. C'est bon jusque-là. Et j'ai également n'est rien d'autre qu'une spermatide devenue spermatozoïde. Donc là également, on va se rendre compte que là, je mets spermatozoïde. Voilà. Donc n égale même chose 23.
D'accord. Le nombre de chromosomes également, simple. Simple, là également simple. Et Q sur 2. C'est bon. Et maintenant, après, au niveau... C'est bon, jeunes gens? Vous avez compris? Des Oui. questions? Très bien. Et maintenant, après, on nous demande limiter sur le même document les étapes de la spermatogenèse. Donc, limiter sur le même document. Donc, si on revient par rapport au document, donc si on revient par rapport au même document, on va se rendre compte que de A, donc là, je prends une autre couleur, on va se rendre compte que de A à C, d'accord? Vous avez ce qu'on appelle quelle phase? Ça, c'est quelle phase? C'est la multiplication, la différenciation, la maturation ou quoi? De A à C. C'est quelle phase, jeunes gens? Multiplication. Très bien, parce qu'on va se rendre compte qu'on a beaucoup de mitoses ici. Donc, c'est la phase de multiplication. Très bien. Maintenant, là, c'est la phase de multiplication. Maintenant, de C à D, ici, de C à D, on a quelle phase? Accroissement. Très bien. Donc, accroissement, c'est bon. Et maintenant, de D à F. Méose. Donc, c'est la phase de maturation. Très bien. Donc, maturation, encore appelée méiose. Très bien. Donc, maturation. Et maintenant, de F à G, Spermiogenèse. encore appelée différenciation. Très bien. C'est très bien, jeune Jean, très bien. Donc, différenciation. Et donc, là, nous avons indiqué les différentes phases au niveau du graphique. C'est bon. Après grand 5, on nous dit le document 5 est une observation microscopique d'un spermatozoïde humain. Annotez ce document. Donc là, c'est jeu d'enfant maintenant. Et donc, si vous deviez annoter directement, qu'est-ce que vous allez dire? Donc là, je mets 5. Annotons ce document. Donc 5A. Allez-y. 1. Qu'est-ce qu'on dira? Allez-y. 1. On dira quoi? 1. 1, qu'est-ce qu'on va dire? Membrane? Membrane plasmique. Très bien. Donc 1. Maintenant, quand on regarde même le 1, on se rend compte que 18. c'est au-delà même de la membrane. C'est-à-dire, on a mis, c'est-à-dire la structure qui est en avant du noyau et qui protège le noyau et qui contient des enzymes hydrolytiques qui vont permettre à ce que donc on puisse digérer la zone pellucide. Comment l'appelle-t-on? Et qui se trouve avant même le noyau. Acrosome. Très bien. Donc là, on va se rendre compte qu'on Acrosome. nous a mis l'acrosome. Très bien. Et maintenant, 2, on va se rendre compte qu'on nous a donné quoi? Qu'est-ce qu'on nous a montré? Le Noyau. 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 Très bien. Maintenant, 3, qu'est-ce qu'on nous a montré? Wow. Membrane Centriole. Membrane. plasmique. Très bien. La membrane plasmique. Très bien. Maintenant, 4. Centriole. Très bien. Donc, on nous a mis là le centriole. Très bien. D'accord. Maintenant, 5. Mitochondrie. 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 Très bien. Donc là, je mets 5 mitochondries. Et maintenant, 6. Gaine. Donc, 5 mitochondries. Mitochondrie. Voilà. Mitochondrie. 6. Vous avez dit quoi? Flagelle. Flagelle. Gaine. Flagelle. Flagelle. Donc là, je mets flagelle. Juste. Maintenant, 7. Tête. Très bien. Donc, flagelle. Et donc, 7. 7. Tête. Tête. 8. Pièce Pièce intermédiaire. intermédiaire. Très bien. 9. La queue. Très bien. 9 la queue. Donc, pièce intermédiaire. Donc, 9 queues. 10. Il n'y en a pas, hein? Il n'y a pas de 10. Très bien. Donc, 5B maintenant. Donner sous forme d'un tableau le rôle de chacun des éléments 1, 2, 5 et 9. D'accord. Maintenant, le 1, nous avions dit que c'était l'acrosome. Jeune Jean, quel était le rôle de l'acrosome? Allez-y, je vous devance, hein. C'est quoi le rôle de l'acrosome? Donc, ça va libérer des enzymes qui vont digérer la zone pellucide
pour que le noyau du spermatozoïde puisse entrer dans la structure de l'ovocyte. Vous avez bien compris. Donc, libère les enzymes qui perforent, bien qui vont digérer, qui digèrent la zone pellucide. C'est bon. Maintenant, 2. Le 2, c'était quoi? Le noyau. Maintenant, le noyau, qu'est-ce qu'il va permettre? Si le noyau du spermatozoïde se lie également au noyau de l'ovocyte 2, nous allons avoir un rétablissement de la diploïdie. C'est-à-dire, donc, maintenant, vous allez avoir un organisme maintenant qui est diploïde, c'est-à-dire maintenant qui a 46 chromosomes, comme dans le cas de l'espèce humaine. Donc là, on peut mettre tout simplement, donc, participe au rétablissement de la diploïdie. Participe au rétablissement diploïdie. C'est bon. Maintenant, 3. 5. 3, la mitochondrie, qu'est-ce qu'elle permet? Fournir l'énergie nécessaire. Fournir de l'énergie. Très bien. Donc, production d'énergie sous forme d'ATP. Donc, production d'énergie. Et donc, c'est cette énergie-là que le flagelle va utiliser pour qu'il puisse onduler. C'est ça qui va permettre le déplacement, production d'énergie. Donc, c'est ça qui va permettre le déplacement du spermatozoïde. C'est qui confère C'est la 5 ou ça? mobilité. C'est 3 ou 5? Ah, 5. 5, excusez-moi, 5, merci. Maintenant, à part ça, c'est 9. Maintenant, 9, C'est le déplacement du spermatozoïde. d'accord. Donc, c'est le déplacement. Donc, on peut dire même donc, appeler locomoteur ou sphère de locomotion, sphère de déplacement, sphère de locomotion. C'est bon. Et donc, je pense que c'était les questions relatives par rapport à l'exercice 1. Maintenant, il nous reste maintenant à parler de l'exercice 2. Maintenant, au niveau de l'exercice 2 également, on nous demande de faire la légende. Donc, on lit d'abord. C'est bon, vous l'avez eu, vous aviez l'exercice 2. C'est bon, vous le voyez maintenant? Oui. Très bien. On nous dit légender ce document en posant les chiffres de 1 à 10. Maintenant, quand on va faire la légende, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, donc là, je mets ici 2. Vous y êtes? Donc, exercice 2. Très bien. Légender ce document. Donc, petit 1, légendons ce document. C'est bon. Maintenant, 1, que dirait-on? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que le 1 représente? Le 1, quand vous regardez bien, c'est cette partie-là. Vous voyez? Et donc, cette partie. Et donc, cette partie, on va se rendre compte que cela fait partie du tube séminifère. Donc, on peut dire paroi du tube séminifère. C'est bon. Donc, paroi du tube séminifère. Du tube séminifère. Séminifère. Maintenant, 2. Là également, est-ce que ça ne fait pas, ça fait pas partie de de la paroi du tube séminifère? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est quelle zone? C'est la zone où se retrouvent donc les cellules interstitielles. Donc, on pourra parler maintenant de tissu interstitiel. Interstitiel. C'est bon? Et maintenant, 3. 3 jeunes gens. Là, quand vous regardez bien, donc là, il s'agit du gamète mâle. Et dans ce cas-là, comment va-t-on l'appeler? Spermatozoïde. Très bien. Donc là, on met spermatozoïde. Maintenant, 4, on peut mettre quoi? Donc, ce sont des cellules qui permettent aux spermatozoïdes de pouvoir se nourrir. Ils jouent un Cellule rôle. de, Cellule 2. cellule de Sertoli. C'est Très bien. étonné. Très bien. Très, très bien.
Cellule à Sertoli. Maintenant, en 5 également. Quand on regarde le 5, on va se rendre compte en réalité qu'il Goni. s'agit, très bien, on peut dire, des, donc Spermatide. Spermatide. spermatide, très bien. Donc, spermatide. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que c'est eux qui vont se différencier pour donner les spermatozoïdes. Maintenant, 6. 6, on parlera de. Spermatocide. Très bien. Maintenant, quel spermatocyte? 2. Très bien. Donc, c'est 2. Donc, plus c'est près, donc, voyez, donc on avait dit que c'est un développement qui est centrifugal. Donc, plus on va vers la lumière, on va se rendre compte qu'on va vers les spermatozoïdes. Donc, 7, ça va être donc site combien? Site 1. Site 1. Et 8, finalement, va être site combien? Goni. Très bien. Goni. Va être donc maintenant spermatogonie. C'est bon. Et maintenant, après, on nous dit, après, on nous dit petit 2. Qu'est-ce qui justifie la puberté de l'animal? Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier la puberté? Qu'est-ce qui permet de dire que l'animal, cet animal est pubère? Je vous écoute, jeunes gens. Ça reste 9 et 10. On avait pas mis 9. Ah, merci. Maintenant, 9, qu'est-ce qu'on va dire? 9, cellule de quoi? Lady. De Très bien. Leydig. Cellule de Leydig, on peut appeler cellule interstitielle. Et 10, Vaisseau Capillaire. sanguin. vaisseau sanguin. Très bien. Vaisseau sanguin. Très, très bien. Merci. Maintenant, pour la question 2, qu'est-ce qui justifie que l'animal est à la puberté? Donc, que l'animal soit pubère. Qu'est-ce qui le justifie? La phase de Rappelez-vous, méiose. la phase de méiose, à peu près. Puis, Mais rappelez-vous, est-ce qu'un animal, en réalité, peut commencer à fournir des spermatozoïdes s'il n'est pas à la puberté? Non, parce que rappelez-vous, la spermatogenèse démarre quand est-ce à la puberté. Et donc, si on a des spermatozoïdes, donc cela signifie forcément que l'animal est pubère, en d'autres termes, que l'animal a atteint la puberté. Donc ici, la justification, c'est quoi? C'est la présence de spermatozoïdes. D'accord? Donc, ce qui justifie la puberté de l'animal, c'est la présence tout simplement de spermatozoïdes. Vous avez compris? Maintenant, la question 3. On nous dit, reconnaissez ces cellules. Donc, les cellules A, B et C sont en état de division. Donc là, déjà, on part de la périphérie vers le centre. Donc, C, normalement, ça doit être quoi? Que sera donc le C? Donc, ce sont des spermatogonies, parce que rappelez-vous, donc là, c'est par rapport à la périphérie. C'est bon jusque-là. Et donc là, normalement, ce sera quoi? Site combien? Donc, site 1. 1. Et donc là, ce sera site combien? 2. Site 2. C'est bon? Et Hmm. donc, quand on nous dit 3A, reconnaissons ces cellules et indiquons pour chacune de la phase correspondante. Donc, 3, on peut mettre même en tableau pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, on mettra cellule. Donc là, on met cellule. Donc là, je prends la couleur. Donc, cellule. Donc là, je mets le nom. D'accord. Et donc là, je mets la phase de division. Phase de division. On va se rendre compte que pour la cellule A, comme vous l'avez dit, donc on parlera maintenant de site 2, c'est-à-dire spermatocyte 2. Vous écrivez spermatocyte 2. Hein? Et maintenant, jeunes gens, ici, nous sommes dans quelle phase maintenant? Regardez, l'ensemble des chromosomes se Métaphase. retrouvent. Très bien. Donc maintenant, quelle métaphase, plus précisément? Métaphase. 1. Ah, 2. vous avez dit site 2, donc métaphase 2. Très bien. Maintenant, quand on prend maintenant la cellule B, on va se rendre compte qu'on est. Il s'agit de quelle cellule? On avait dit site 1. Donc là, je mets également spermatocyte 1. C'est bon jusque-là. Et Anaphase. maintenant, anaphase. Anaphase 1. Anaphase 1. Très bien, c'est bon jusque-là. Maintenant, pour la cellule C, on va se rendre compte qu'il s'agit maintenant de quoi? Des gonies, c'est-à-dire donc spermatogonies. Et maintenant, dans ce cas-là, on va se Anaphase. rendre compte, très bien, nous sommes dans une anaphase de Anaphase mitose. seulement. Donc, anaphase, tout simplement, bien anaphase de mitose. C'est bon? Et maintenant, à part ça également, on nous a demandé la phase correspondant de la division et l'étape de la spermatogénèse. Très bien. Maintenant, donc là, je précise l'étape. Maintenant, quand on dit métaphase, ça, c'est quelle étape? C'est la phase de multiplication, d'accroissement, de maturation ou de différenciation? Méiose. Donc, la meilleure, c'est quoi? C'est la maturation. Très bien. Maturation. Mais non, l'anaphase 1 également. Donc là également, c'est phase de maturation.
Donc, pourquoi? Parce que méiose 1, toujours, c'est maturation. Maintenant, quand Maturation. on prend anaphase de mitose, dans ce cas-là, est-ce que c'est la maturation? C'est quelle phase? Non. Multiplication. Très bien. Donc là, c'est la phase de multiplication. Multiplication. Très bien. Multiplication. Mais non, à part ça également, donc là, nous avons répondu à la question 3A. Après 3B, faites un schéma pour chacune de ces cellules-là. Donc là, je mets 3B, donc en noir. Donc faisons un schéma. Un schéma pour chacune des cellules en considérant 2n est égal à 4. Donc déjà, quand on dit 2n est égal à 4, jeunes gens, il faudrait également savoir. C'est-à-dire là, vous avez donc un karyotype qui est là. Donc là, je prends le chromosome avec son homologue. Donc là, c'est deux chromosomes. On a dit 2n est égal à 4. Donc cela signifie donc nous devons représenter. Là, je vais mettre une autre couleur pour que vous puissiez bien faire la distinction. Voilà. Donc là également, c'est l'autre chromosome. C'est bon. Donc 2n est égal à 4. Si vous voulez savoir, donc ce sera donc comme ça. C'est bon. C'est bon. Et maintenant, moi, je vais représenter maintenant les trois cellules. Donc avec ça. Maintenant, si je dois représenter, donc supposons que je prenne la cellule A. Nous avons dit en réalité c'est un site 2. Et donc, c'est un site 2 qui se trouve en métaphase 2. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? En métaphase 2, donc nous allons avoir quoi? Comme ça, c'est-à-dire donc le chromosome qui est là. C'est bon, qui est là. Et l'autre chromosome également qui est là. Parce qu'en métaphase 2, après anaphase 2, vous allez avoir séparation des chromatides. C'est bon. Et donc là, je le mets comme ça. Dans une cellule. C'est bon. Donc là, c'est la cellule A. Maintenant, pour la cellule B, je joins de la terminale. Donc là, je mets cellule B. D'accord. Même chose également. On va se rendre compte que là, on a dit site 1 en anaphase 1. Donc, quand on parle d'anaphase 1, c'est parce qu'en réalité, vous avez eu séparation des chromosomes homologues. Et donc là, je prends l'autre couleur, d'accord? Là, je mets la cellule, comme ça, avec les chromosomes. Donc, séparation des chromosomes homologues. Donc là, je suis un peu diminué. C'est bon. Et là également, je prends ça en noir. Je vais prendre la couleur noire, voilà. Vous comprenez, j'espère. Donc là également, c'est séparation des chromosomes homologues. C'est bon. Et donc là, vous avez une cellule en anaphase 1. Maintenant, quand on prend maintenant les données, indéniablement, maintenant, ça va donner comme ça. Donc, cellule C, cellule C, cellule C. Et donc, on va prendre chromosome. Donc là, ça sera 1, 2, 3, 4. C'est bon jusque-là. Là également, même chose. 1, 2, 3, 4. Et donc là, vous avez maintenant votre cellule C. C'est bon? Des questions relatives par rapport à ça? C'est bon, vous êtes là? Oui. Voilà. Maintenant, quelle est la question suivante? Maintenant, on nous dit 4. Le document 2 montre trois karyotypes, deux cellules existantes dans les types séminifères. Pour la simplification du karyotype, on a considéré que trois paires de chromosomes indiquaient à quelle cellule du type séminifère correspond chacun des karyotypes justifiés. Donc là, on met 4A. On termine avec ça. Donc 4A. Donc indiquons. Donc là, indiquons, pour un souci de meilleure compréhension, nous allons faire un tableau. Donc là, on va mettre d'emblée les karyotypes. Voilà. Ensuite, on mettra peut-être la justification pour que vous puissiez mieux l'appréhender. Et enfin, on va parler des différentes... Non. Donc, des différentes noms. Maintenant, jeunes gens de la terminale. Quand on regarde le karyotype 1, 2 et 3. Donc déjà, le karyotype 3, on se rend compte qu'on a combien de chromosomes? On a 2n est égal à combien? 2n est égal à 6.
1, 2, 3. Donc, on a 2n est égal à 6. Vous avez compris? Donc là, je mets d'abord le nombre. Donc là, c'est 2n est égal à 6. C'est bon. Les chromosomes également sont dupliqués. Donc, chromosomes dupliqués. Donc, on dit chromosome dupliqué parce que vous avez le nombre de chromatides. Vous avez 2 chromatides pour chaque chromosome. C'est bon. Quand je prends maintenant le karyotype 2, on va se rendre compte que n est égal à 3. Donc là, ce sont des cellules qui sont haploïdes. Donc là, ce sont des chromosomes également dupliqués. C'est bon. Maintenant, quand je prends maintenant, jeune gens, le karyotype 1, je me rends compte que n est égal à 3. Avec des chromosomes, c'est facile, qui sont comment? Qui sont très simples. C'est bon. Maintenant, quand on regarde bien, 2n est égal à 6 chromosomes dupliqués. Donc là, il s'agit de cellules diploïdes. Est-ce que ça peut passer, ça peut être maintenant des spermatocytes 2, ou bien des spermatides, ou bien des spermatozoïdes? Quand on parle de cellules diploïdes, donc là, il s'agit de quel type de cellules? Il s'agit des spermatos, Bonnet. très bien, ou bien des spermatocytes 1. C'est bon jusque-là. Parce que rappelez-vous, les spermatocytes 1 également sont à combien de chromosomes? Sont à 2n chromosomes. C'est bon. Maintenant, quand on prend maintenant le karyotype 2, donc le karyotype 2, on va se rendre compte en réalité que là, vous avez ce qu'on appelle donc des spermatocytes 2. Pourquoi? Parce que vous avez donc des chromosomes où chaque chromosome maintenant a 2 chromatides. Donc là, on peut mettre donc site 2. Et là, donc forcément, ça va être quoi finalement? Le karyotype 1. Très bien. Spermatozoïde. Spermatozoïde et spermatide. Très bien. Tout simplement. Bravo. C'était tout simplement ça. Et maintenant, en B, on nous dit faites les schémas des cellules ayant le karyotype 3 pendant leur anaphase. Le karyotype 3, donc c'est ça, pendant leur anaphase. Maintenant, quand on va dessiner, donc si c'est en anaphase de méiose, 1, d'accord, donc on aura quoi? Anaphase 1, donc on se rappelle que chaque chromosome homologue va se séparer. Donc là, c'est le chromosome homologue, l'autre chromosome homologue est là. Là également, c'est le chromosome homologue, l'autre chromosome homologue également est là. Là également, c'est un chromosome homologue. L'autre chromosome homologue également est là. Et donc là, c'est quoi? Donc là, c'est site 1 en anaphase 1. C'est bon? Et maintenant, l'autre également, c'est-à-dire, soit si ça ne fait pas la méiose 1, ça va faire ce qu'on appelle une anaphase de mitose. Et quand on parle d'anaphase de mitose, vous allez avoir séparation des chromatides. Et donc là, première division, c'est pour le premier chromosome. Deuxième division, comme on a 6 chromosomes, donc on mettra troisième division, quatrième, cinquième, sixième. Donc, ça veut dire que chaque chromosome maintenant va se séparer en 2. Donc, il y aura clivage du centromère. Et donc là, j'ai représenté une anaphase de méiose 1 et une anaphase de mitose. C'est bon. Et donc là, je mets anaphase avec des gonets. Comme on a dit, il y a possibilité que ce soit spermatide, il y a possibilité que ce soit spermatogonie. Donc là, j'ai mis les deux. Voici une jeune gens, donc la fin de la correction d'exercice de la première leçon portant sur la reproduction. Maintenant, l'autre cours, on peut maintenant mettre l'accent maintenant sur la fécondation et les problèmes liés à la fécondation avant maintenant d'entamer les régulations. Des questions par rapport à ça? Des questions, ça vous va? Ça va pour la prochaine fois que l'on fasse ça? Oui. Oui. D'accord. Allez, donc je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. Jeunes gens de la Merci. terminale, un grand plaisir, un plaisir ineffable d'avoir été avec vous. Ciao, ciao.